J'embauche ma première personne qui était un plongeur parce que du coup, je faisais les courses. Tu faisais tout. Je faisais la planche, je faisais la cuisine, Ouais. Mon associé Enrico Solano faisait la salle. Et on embauche un plongeur, Ali. C'est énorme. J'ai moment magique. J'embauche mon premier cuisinier, Manu. On faisait 140 couverts. On avait 38 places assises. On faisait 140 couverts par service. C'était une guerre. Tu sais, je faisais... non, mais c'était la guerre. Tu sais que le banquier m'appelle. Un jour, il m'appelle, il me dit... C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. On est passé de faire 10 000 euros par mois, Ouais. entre 8 et 10 000 euros par mois, à faire 120, 130 000 euros par mois. C'est-à-dire que c'était un resto de 38 places assises. Le loyer était de, je sais pas, à l'époque de 1500 balles. Ouais. Et on faisait 1 200 000 euros. C'était n'importe quoi Ouais. en chiffre d'affaires. Pour les restaurateurs, pour les chefs, Bien ça sûr. va parler, quoi. C'était un délire. Et c'était moi qui négociais tout. Je faisais, à l'époque, je sais pas, entre 18 et 20% de résultats. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Le banquier m'appelle et il me dit « Vous voulez pas en ouvrir un deuxième ?» Bah oui, forcément. Quand le banquier t'appelle, Ouais. c'est quand même unique. Et là, du coup, on ouvre un deuxième qui s'appelle Le Vin, que je garde pendant 4-5 ans. Super aventure que j'ouvre avec des copains qui sont dans la restauration. Adrien Léonard, qui est à la Maison Montalais, Mhm. qui est fournisseur de charcuterie, jambon, mec superbe, avec la team de Borderline et la boissonnerie de Paris. Quentin, Sébastien et Louis. Enfin, on est une bonne petite team. Le resto tourne génial. Deuxième adresse. Et toi, mine de rien, là, tu commences, c'est une expérience de patron qui commence à s'installer, là, pour le coup. Ouais, je gère les deux restos. Ça se passe plutôt bien. C'est du management, mais t'es à niveau... Ouais. Enfin, je suis à 300 mètres. Je prends le vélo. Tu pilotes tout. T'as un client d'un côté, de l'autre, tu tournes, quoi. Ouais. À ce moment-là, j'ai un énorme dégât des eaux à Plancha. Donc, fermeture de resto. La cuisine a 2 doigts de s'effondrer. On ferme pendant 6 mois. Et pendant ces 6 mois, je prends un resto dans le Marais où je fais un bar à ceviche. Et c'est vraiment trop cool. Ça se passe hyper bien. Je mets un écran géant. Je suis client des produits Kalios depuis l'ouverture de Plancha. Kalios, pour les gens qui ne connaîtraient pas. Kalios, ouais, du coup. Produit grec. Produit grec, marque d'épicerie qui pioche le meilleur de la Grèce. Très bon produit. Ouais, huile d'olive superbe. Il faisait une anguille fumée incroyable, l'origan, la crème d'olive de Kalamata. Tu vois, j'adorais, j'utilisais ça tout le temps. Donc c'était mes fournisseurs. Les mecs sont trop sympas. Il s'avère que la Grèce est dans le même groupe que la Colombie dans la Coupe du Monde. Et là, on se dit, bon, on va se mater le match ensemble. Ramenez vos copains grecs, moi je ramène mes copains colombiens et on se fait une bonne soirée, voilà, Ouais. on se marre bien. Juste avant le match, les 2 Grecs sont là, PJ et Greg, et on se dit, bon, on va parier quand même, histoire de pimenter un peu la soirée. Qu'est-ce qu'on parie? Eh bah, si la Colombie gagne, vous m'amenez en Grèce. Si la Grèce gagne, je vous amène en Colombie. Bien évidemment, Pas mal. je me suis retrouvé en Grèce. C'est pas mal. Ouais, ils savent faire de l'huile d'olive, mais ils savent pas jouer au football. Et du coup, on leur met 3-0, juste comme ça, pour le beau petit souvenir. Ah ouais. Je sais que ça va leur faire plaisir. C'est placé. Et du coup, on part là-bas, je rencontre leur famille. On va à Nehoritomi, qui est le village où ils sont originaires. On fait les récoltes d'huile d'olive. Je rencontre Vassili, je rencontre Christine, je rencontre la Yaya, qui est la grand-mère. Je cuisine avec la grand-mère. Franchement, j'ai l'impression d'être chez moi. Parce que j'ai l'impression d'avoir le même schéma familial, la même gentillesse, les mêmes valeurs un peu d'union, d'accueil, où la porte, elle est toujours ouverte pour que quelqu'un vienne manger, où il y a toujours une assiette dressée de plus, tu vois. Cette notion d'accueil à la grecque me touche énormément. Et on rentre, du coup, à Paris. Et à ce moment-là, on se dit, c'est fou parce qu'il y a pas beaucoup d'acteurs grecs à Paris. C'est quand même une destination numéro 1 de tourisme français. Il y a Mavromatis qui fait ça, mais c'est très gastro. Il n'y a pas vraiment ces restaurants, ces tavernas grecs un peu festifs, un peu sympas. Et là,
bon, on fait un concours, tu sais, Unibail Rodamco fait un concours pour installer des restaurants dans leurs centres commerciaux. Mhm. Et trop de chat, on gagne pas. On est deuxième, on est numéro 2. Mais vous vous dites, on y va ensemble. Mais on se dit, viens, on crée un projet ensemble. Ouais. Donc on monte le projet ensemble, Ouais. on se lie, on est déjà amis, hein, on est déjà assez copains. Ça marche pas, hein. Numéro Et 2. on est numéro 2. Donc, mais on se dit, on a quand même quelque chose, il faut qu'on pousse. Et dans le jury, des gens d'Unibail Rodamco, il y a Olivier Saguez, qui est un architecte, designer hyper connu, qui a des bureaux à Saint-Ouen. Et qui dit, les gars, franchement, moi j'adore votre projet, j'adore la Grèce, venez voir cet endroit. Si ça vous chauffe, on fait un restaurant là-bas et voilà quoi. On arrive à Saint-Ouen, mais il y a rien. C'est-à-dire que le truc, il est rasé, c'est en travaux de partout. La rue, elle est même pas référencée par Google, mais le spot est incroyable. On a 400 mètres avec 8 mètres d'auteur sous plafond, un truc incroyable. On se dit, qu'est-ce qu'on fait? Kamikaze comme on est, on se lance dedans. On se lance et tu sais, il y a un truc assez drôle. C'est que ce côté kamikaze, tu sais qu'on a un peu depuis le début. Que tu as depuis le début, hein. Ça me j'ai rappelle depuis- ce truc de plancha de, Ouais, allez, viens, on va dans le trou de Boulogne, y a pas de, C'est vrai. ouais, j'y vais. Bah, avec Saguez, on a fait derrière, il m'a invité pour faire un talk sur l'audace. Et il me pose la question, comment vous avez fait tous ces choix audacieux? Et je dis, c'était pas du tout audacieux, c'est que des folies en vrai. Ouais. C'est que des choix kamikazes un peu tarés, que finalement, par travail, acharnement et constance, et bah, ça devient quelque chose d'audacieux. Mais à la Ouais. base, c'est une folie. Ouais. Et du coup, Saint-Ouen, rue non référencée, on décide d'y aller. Et pareil, ça démarre, mais c'est très timide. C'est un peu, les week-ends, on tourne un peu. Mais les jeudis, mercredis sont très calmes. Mais c'est quoi la proposition pour habiter un tel lieu? Donc, cuisine grecque? Cuisine grecque, ouais. Ok. Méditerranéen, Ok. grec, on ouvre. Mais gros volume, du coup, vous êtes, Immense. Il y a 120 couverts, 130 places assises. On ouvre un yaya, donc, qui veut dire mamie, ouais. en honneur à la grand-mère qui m'avait appris la cuisine grecque et qu'on était en train de mettre un peu à l'honneur. Mhm. Enfin, pas un peu, on était en train de mettre à l'honneur complètement là-bas. Et du coup, ce projet démarre. Et là, on est accoudés au bar, tu sais, tous les trois, un jeudi, en train de se dire comment on fait, parce qu'il faut qu'on remplisse Faut remplir, quand même cet endroit. Ouais. Et on se dit, on va faire des petites soirées où toi, t'invites 30 personnes, moi, j'invite 30 personnes, toi aussi, ça fait 90 personnes. On fait un couchant de lait, on appelle ça les yaya parties, et yala, quoi. Ok, on fait la première, et là, 200 personnes. On se fait démolir. Moi, à la fin, tu sais, je faisais des omelettes, je mettais de l'origan et je disais que c'était grec. Enfin, il y avait Ouais. plus rien dans les frigos, j'inventais tout et n'importe quoi. Et on fait 200 personnes, on se dit, bon, on tient quelque chose, viens, on invite du coup 200 personnes. Moi, je fais 3 cochons de lait et on fait un truc un peu clean. On fait 400 personnes. On se fait démolir. Pareil, je finis par faire des omelettes à l'origan. On fait un groupe Facebook, on ramène une sécurité, on se dit 400 personnes, t'imagines le truc? Ouais. On a fini par faire des soirées à 1200 personnes. À Saint-Ouen, où t'avais même pas l'adresse. Mais les gens, ils venaient, c'est un bordel immense. C'est immense. On boit, machin truc, ça danse, ça mange, c'est dans tous les sens. Énorme soirée, mais je me suis retrouvé à lever la tête, à voir Théo Curin, Alain Bernard, la rédac chef de Lagardère, dans une soirée où t'as 1000 personnes en train de sauter sur les tables et ça arrosait de champagne et de ouzo. Il y avait des trucs gonflables qui étaient portés comme dans des concerts où il y avait des gens qui étaient portés par des marées humaines. On ramenait 8 toilettes extérieures. La sécu, ils étaient 6. C'était n'importe quoi. On a fait des énormes folies. Et du coup, ça a fait une énorme communication sur Yaya. Et ça nous a permis de lancer le resto et d'éclater. Et au bout de 6 mois, on nous propose un endroit incroyable dans le 19e arrondissement, qui est... Comment ça s'appelle? Quand le resto il coule, il est au En faillite. tribunal. Ouais, Ah oui, il au est au tribunal. tribunal. Ouais. Et en gros, tu dois mettre un chèque pour aller... c'est des espèces d'enchères. Tu Ouais. mets un chèque. Nous, on se regarde, t'as combien économisé? Enfin, on a chacun, je sais pas, 30 000, 40 000 balles. On met ça dans un chèque, on l'envoie en disant, jamais on l'aura. C'est un resto, juste la cuisine.
elle avait une valeur d'un million d'euros, quoi. Enfin, c'était un piano Charvet monstrueux, central, cuisine resto sur 2 étages, incroyable. On met le chèque et on le gagne. Et là, on se dit, merde, les gars, on vient d'ouvrir. Comment on va faire pour gérer? On se serre les coudes et là, on ouvre du coup le deuxième Yaya Secrétan. Et on se rend compte que du coup, Yaya Saint-Ouen, Yaya Secrétan, Plancha, Levain. À ce moment-là, j'ouvre aussi Amer, qui est un resto 49 rue de l'Échiquier, avec un copain cuisinier. On a plusieurs restos, on a besoin d'attachés de presse, de gens qui gèrent la comptabilité, de structure, faut structurer. Ouais. C'est là où on se dit on va créer un groupe et on crée le groupe Eleni, où on est du coup PJ, Greg et moi. On met tout à l'intérieur, tous les restos, et on commence à construire du coup ce groupe qui est derrière. On ouvre Yaya La Défense, on ouvre Yaya Anthony. Aujourd'hui, il y a Yaya Lille, Rennes. On a Yaya World Company. Yaya World Company. On a également du coup tous les restos, les Arbella qui sont des caves à vin, bar à vin, bar à tapas. Moi, je suis tombé fou du Pays Basque, amoureux du Pays Basque. J'ai appris plus tard que mon nom est d'origine basque. Ah ouais. Je savais pas, mais donc on envoie des croquetas. Oui, on envoie des croquetas, on envoie du bon chorizo, du bon jamoncito. Et après, sur le vin, on envoie un petit peu de tout. J'aime bien les vins de toute la région française est absolument incroyable. Tu sais, mes premiers contacts avec la sommellerie m'ont touché pour toujours. Donc, cette passion, je l'ai toujours gardée. Et aujourd'hui, comme je te disais, on a 10 restos en propre, on a 10 fonds de commerce. On a créé une branche de consulting dans lequel on vient vous chercher pour implémenter dans des lieux l'énergie. En gros, on crée des marques. Soit on crée une marque de zéro et on va venir trouver le nom, trouver la charte graphique, trouver le menu, trouver les équipes, et derrière on pilote. Soit on peut vendre nos marques. On va vendre Yaya, on va vendre Basurto, on va vendre Arbella et on vend des licences et on peut les piloter aussi. Et soit c'est ces deux projets qu'on est en train de développer maintenant. Qu'est-ce qui, à ce moment-là, du coup, parce qu'on a l'impression qu'on décrit quelque chose qui grossit de manière très organique, très naturelle, très spontanée, on remplit, ça marche, il y a des gens, donc on continue, ça tombe bien parce que ça rencontre ton appétit et certainement celui de tes camarades, donc cette énergie à continuer d'entreprendre. Là, à ce stade-là, justement, d'ascension qui ne cesse d'avancer, ton rapport à la cuisine, il est comment? Parce que t'es passé par les palaces, et là, tu retrouves une énergie du grand partage, de la grande soirée, de la grande générosité. Mais tu deviens un peu gestionnaire aussi. Ouais, là, on se rend compte qu'il y a un créneau qui est assez cool à prendre, c'est les restaurants où un peu tu manges festif. bien, un peu festif. Ouais. On se dit, ok, là, c'est notre créneau, on sait faire, c'est dans notre ADN. Moi, j'adore le fait de pouvoir travailler avec les mêmes fournisseurs qui vont fournir les palaces, mais les manger dans un endroit où les gens peuvent monter sur la table. Je trouvais ça hyper cool comme idée. Pourquoi t'as toujours envie que les gens montent sur la table? Parce que quand quelqu'un monte sur la table, ça veut dire qu'il a lâché toutes les chaînes et toutes les attachements à tout ce qui est poli dans un resto. Tu vois, ça t'ennuie? Parce que toi, t'aimes bien aller dans les restaurants où c'est poli, où c'est nappé, où c'est... Oui, mais c'est pas que ça m'ennuie, c'est juste que je trouve que quand les gens font tomber tous ces masques et toutes les peut-être ces espèces de règles qu'on nous impose dans un resto, monter sur la table, c'est le geste ultime, tu vois, de se dire, ok, on est monté sur la table. Il n'y a plus rien comme règle et comme cadre quand tu montes sur la table. Mais en général, pardon de tirer un peu ce fil avant que tu nous racontes le truc, mais quand on monte sur la table, c'est que on a dépassé la badoie en général. Tu vois, parce que, ou alors on a un tempérament très exubérant, mais en général, on a quand même beaucoup bu, il y a un truc festif, tout ça. Toi, par exemple, qui a plutôt une hygiène de vie qui me semble assez hyper carrée, justement, pour pouvoir tenir le rythme avec ton espèce, pardon, je sais pas si on peut parler d'addiction, mais au sport, t'as l'air quand même, voilà. C'est presque dissonant, tu vois. Toi, quand tu montes sur la table, tu bois pas d'alcool, en fait. Et d'ailleurs, peut-être que toi, tu montes jamais sur la table. Si. Moi, je bois de l'alcool et je bois du vin et j'adore ça. J'aime pas trop les alcools forts. Je suis pas un fan des grosses tournées de shots. Ça, c'est pas pour moi, mais j'adore. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu produis et tu portes une énergie qui est celle de la fête, quand même. Mais parce que j'adore ça.
Et je pense Tout que en étant le mec qui va faire de l'Irox, des trucs, des. j'adore ça. Mais justement, il est là. Tu sais, un jour, il y a un kiné, Greg Payardi. J'avais mal au dos, je faisais pas peut-être assez de sport et j'étais pas assez musclé. Et il me dit, et je lui explique, je dis, je fais un peu d'excès parce que tu sais, je finis tard, je mangeais peut-être un peu trop, je vais boire un coup avec les copains et du coup, c'est un excès. Il me dit, tu sais quoi? Moi, je vois pas vraiment d'inconvénient parce que il faut salir pour nettoyer, tu vois. Si tu nettoies quelque chose qui est propre tout le temps, ça devient un peu chiant, quoi. Ouais. Et j'ai adoré C'est pas cette... incompatible. Non, c'est pas incompatible et tu peux... Il y a aucun problème à celui qui ne veut jamais boire et qui veut faire du sport et qui veut avoir une vie impeccable. Ça, je critique pas et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, j'aime bien ma vie comme je la vis aujourd'hui, c'est que je cherche un équilibre et j'adore le fait de pouvoir manger un peu trop, boire un peu trop et rire beaucoup trop. Tu vois, c'est ça la philosophie dans les restaurants. J'ai envie de rentrer et je prends autant de plaisir à voir des gens dans mon restaurant qui me disent c'était vraiment très bon, merci beaucoup, on s'est régalé, que juste sans les mots, voir des gens danser, se régaler, s'éclater. Là, tu les entends les mots sans qu'ils soient prononcés. Pour moi, voir un déhanché humain, voir des sourires, voir une table qui paye des verres à une autre, quelqu'un qui prend la main et qui commence à danser, pour moi ça veut dire énormément de choses. Qu'est-ce que ça anime chez toi, tu crois? Où est-ce que ça résonne? Où est-ce que ça trouve son sens? Parce qu'on sent que ça prend à quelque chose qui est intime, qui est profond, de se dire, de voir cette effusion, cette communion-là. Je pense que je viens d'un pays, tu vois, qui n'a pas toujours eu la chance de tout avoir, qui a une réputation qui est très complexe, qui est un pays où on mange pas tout le temps à sa faim, où on a été victime de guerre, de violence, mais qui est un peuple qui n'a jamais cessé de faire la fête. Il y a une phrase incroyable d'une musique de Latino-América, de Calle 13 avec Toto La Momposina, qui dit l'Amérique latine est un peuple à qui on a coupé les jambes, mais qui n'a jamais cessé de marcher. Et je trouve que cette joie de vie, tu vois, cette chaleur, cette envie de continuer à faire la fête malgré les problèmes, elle est en moi. Elle est un peu en moi et j'adore la partager. J'adore arriver et voir les restaurants qui sont avec cette émulation, avec cette joie, avec cette, je sais pas, je pense que un resto, c'est pas juste fait pour découvrir une assiette. Un resto, c'est fait pour partager un moment, pour partir avec un souvenir, pour danser si l'on veut, pour monter un petit peu la musique. C'est un lieu de vie. Et j'ai aucun problème avec des restaurants dans lesquels on a des règles et on a une nappe et on parle pas très fort et on fait attention et on vit une expérience. Mais moi, j'aime bien les restos dans lesquels on va chercher un petit peu plus loin et on fait tomber les masques. Il y a une histoire les Japonais, ils disent il y a 3 sortes de nous. Il y a la personne que t'es avec le monde, que t'acceptes de montrer au monde. Il y a celle que t'acceptes de montrer à toi-même. Et il y a celle où tu n'acceptes même pas toi. Tu vois, c'est ce truc un peu perdu, ce masque que t'es même pas capable d'accepter. Moi, je trouve que chez nous, les gens, ils arrivent à atteindre le deuxième masque. Tu vois, ils arrivent à enlever ce premier. Ils dévoilent une partie de leur intimité, pas forcément toujours par l'alcool. C'est pas lié juste à l'alcool, c'est lié à une énergie, c'est lié à une émotion, c'est lié à peut-être aussi à une énergie de groupe. Quand tu vois les gens qui sont en train de danser, moi j'ai plein de copains qui boivent pas, qui sont très sportifs et qui finissent sur la table, tu vois. Donc c'est pas juste lié à ça, c'est pas juste lié à un excès d'alcool. C'est lié à une énergie, à une étincelle, à une bonne musique, au bon moment, bien lâché. Le travail d'un DJ est énorme. Tu vois, nous, dans certains restos, on a les playlists, mais on voit la différence quand t'as quelqu'un derrière qui sait ajuster, bien sûr. Qui lit ce qui est en train de se passer. Quand t'as un groupe de 25, des gens qui ont 25 ans, ou quand t'as un groupe de gens qui ont 37, 38, 40, et quand tu lâches un France-Galles, le résultat va pas être le même. Alors que tu lâches un ramener la coupe à la maison ou un je sais pas, un Jaja de Yaya Nakamura. C'est pas mal, Yaya Nakamura. Vous devriez faire une collab. Ce serait bon, ça. D'Aya Nakamura, à ce moment-là, tu vois, le résultat est pas le même. Ouais, bien sûr. Donc, tout ça fait partie du terrain de créativité que moi j'adore aujourd'hui faire. Je suis pas juste sur une assiette, j'aime bien créer l'assiette, mais aujourd'hui j'aime bien créer l'univers, la lumière,
le son, la façon comment on va servir, le truc qui va flamber, qui va te... Tout ça, Ouais. ça devient partie de la réflexion. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a un côté décomplexé et tu pars de ton envie et tu suis ton envie et finalement tu renoues sans forcément parler de cuisine et du geste et de ton métier en salle avec l'envie de voir un moment exister. Et ça a un contre-effet qui est que en France, la cuisine, tu vois, est un peu sacralisée, l'expérience du restaurant est un peu sacralisée. Et là, on se parle de plein d'autres choses que d'aucuns pourraient dire. Ouais, bon, bah, du coup, c'est plus des restaurants, c'est un peu, nanana. Qu'est-ce que tu fais, justement, du regard que peut porter, ou que pourraient porter des chefs ou des gens un peu établis qui disent, ouais, bon, bah, Juan, en fait, il va ouvrir des restos où on met du son à fond, machin truc. Comment tu vis ce truc-là? Toi qui viens, justement, aussi, d'une école, de palace, Ouais. de temple de la gastronomie. Tu sais, c'est arrivé et ça nous est arrivé et il y a plein de gens au départ qui critiquaient énormément. Mm. On était dans les premiers restaurants festifs. Aujourd'hui, tout le monde a ça en bouche, tout le monde le fait. Il y a des grands groupes qui se sont attaqués, mais nous, on était au tout début de cette mode. Il y a une phrase qui m'a toujours un peu guidé dans mes choix. C'est que tu seras jamais critiqué par quelqu'un qui fait plus que toi. Les gens souvent qui te critiquent, c'est ceux qui font un peu moins. Tu vois, c'est ceux qui sont peut-être en dessous, en train de regarder, enfin lui, machin. Ouais. Enfin, t'as jamais un gars qui est au-dessus de toi, qui est très bon, qui est très bon, qui Ouais. bosse comme un cinglé, qui va se retourner pour dire ah oui non mais lui il fait des restaurants festifs. Et il y a un truc génial que moi j'ai vécu, c'est que finalement, ces critiques, je me suis savonné profondément pour qu'elles me glissent et de l'huile d'olive. On a eu de la chance Pas mal. d'avoir de l'huile d'olive. C'est le bon truc. On s'est badigeonné, je pense, tous les trois d'huile d'olive. On a laissé un peu glisser. On a réussi à instaurer, à enraciner un peu notre style. Et si tu vois, aujourd'hui, les gens que je côtoie, les amis, les copains sont, les gens que j'apprécie sont Pierre Hermé, Guy Savoy, Emmanuel Renaud, Julien Dubois, Denis Moisy. Aujourd'hui, moi, je m'entends avec tout le monde. Tu vois, je suis pas dans un créneau gastronomique, je suis pas dans un créneau bistronomique, je suis pas dans un. J'ai toujours été un espèce de d'ovni un peu. Tu sais, j'ai jamais pris la part de. Je suis un chef qui fait pas du gastro, qui est pas dans cette quête et dans Mais cette c'est recherche. pas trop compliqué d'exister, justement, quand on est. C'est hyper compliqué, mais en même temps. Quand tu bosses comme je bosse et quand tu mets l'énergie que tu mets et quand t'es à fond et t'y crois et tu mets tes tripes, je sais pas, ça finit par fonctionner et ça finit par être accepté. Tu vois, je me souviens être invité pour faire des cadmas avec Johan Comte. Tu vois, là il y a Glenn Viel, il y a Laurent Petit qui fait des cadmas avec lui. Enfin, et moi. Tu vois, j'ai fait un cademas avec Édouard Loubet et Christopher Ribert, les deux qui étaient doublement étoilés. Ouais. J'ai fait. Donc c'est ok. C'est génial, tu vois. J'ai été invité par Nicolas Sarr à l'époque, signer une carte au Ritz et on avait bossé sur le truc ensemble. Donc oui, donc ça veut dire que ce que tu dis, c'est que quand même la profession ne te déconsidère pas du tout. Parce que quand on se parle d'Emmanuel Renaud, quand on se parle de gens comme ça, bon, on se parle de chef 3 étoiles quand même. Donc. Et parce que eux, je validé. pense, eux, ils sont au-dessus, tu vois. Et ils regardent pas quelqu'un qui fait moins, ils s'en foutent. Eux, ils ont un chemin, ils ont un style, ils sont tracés, ils ont pas besoin de critiquer le chemin de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, c'est très bien ce truc des gens qui sont au-dessus en dessous. Hein. Les seules personnes qui moi j'ai appris ou j'ai entendu qui avaient des mots un peu de travers, honnêtement, j'ai pas envie d'être à leur place. Tu vois, ça me donne pas envie. Donc et je me souviens d'avoir été critique à des moments envers des gens pour qui j'étais jaloux. Tu vois, moi-même, je l'ai été. J'étais trop jeune, je comprenais pas comment ça se passait. J'avais 22, 24, 25, 27 ans et j'étais jaloux des gens qui étaient plus forts que moi, qui avaient réussi à avoir des choses que moi, j'avais pas. Donc, tout ça, aujourd'hui, avec beaucoup de maturité, en digestion, je me rends compte que finalement, faut pas... travail, fais ton truc. Il faut avoir son but, il faut le suivre et il faut s'adapter. En vrai, t'as ton but et il y a plein de problèmes dans la vie et les galères. Aujourd'hui, je te parle
de tous les succès, des choses comme elles sont faciles. On avait parlé d'échecs la dernière fois quand on s'était vu. Ouais, c'est la question que j'allais te poser justement. Est-ce que cette énergie-là, justement, je trouve ça, c'est un très bon type. Je trouve que tu donnes ce truc des gens qui sont au-dessus, des gens qui sont en dessous. Ça fait le ménage dans la conscience et on se dit, ok, en fait, faut que je continue à avancer. Et bisous à ceux qui sont en dessous et qui critiquent. Il n'y a pas que des réussites dans cette énergie-là. Est-ce que vous, dans votre groupe, parfois, il y a des choses qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas, et dans celles qui ne fonctionnent pas, pourquoi, selon toi, elles ne fonctionnent pas? Est-ce qu'on arrive à savoir? Bien sûr. Aujourd'hui, tu vois, on a 17 restos, on a 10 à nous. Je pense que je suis à ma 27e ou 30e ouverture de resto. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui ont pas marché ou qui ont fonctionné pendant 2 ans et qui ont finalement passé de mode, et qui ont, tu vois, on a fait des restos pendant le Covid. Il y a eu, cette petite crise mondiale qui nous a fait remettre tous en question. Ouais. Nous, on travaillait déjà sur un projet de vente à emporter. Le Covid arrive, ça nous permet juste d'accélérer les choses. On achète rue de Charonne. Rue de Charonne, qui est un endroit génial, 11e, bobo, avec une... Mais elle est longue. Et tous les segments ne sont pas les mêmes commercialement. On est d'accord. Et en fait, on arrive rue de Charonne, mais on arrive avec un truc en take-away qui fonctionne très très bien pendant le Covid. On fait des chiffres incroyables, le truc cartonne, c'est trop bien. On se parle d'Arbella. Ouais, à l'époque, c'était Street Lab. Street Lab, on a 5 restaurants dedans. C'est le coup de génie. T'as une seule cuisine. On fait le truc vitré parce qu'à l'époque, c'était les dark kitchen. Nous, on fait bright kitchen. C'est-à-dire qu'on vitre tout est ouvert. Et les quatre restos, il y avait Paula, qui était des Pokéballs. Il y avait Cocotte, qui était du poulet frit, Little Cocotte. Il y avait Grand Burger et Yaya. T'avais les 4 qui étaient faits dans une même cuisine par 4 cuisiniers et t'envoyais 4 restos dans un même endroit. En vrai, c'est un coup de génie comme idée. Si tu penses au niveau business, t'as pas besoin de grands restaurants. Une unité de production. Voilà. Et t'as 4 restos et t'envoies et tu déploies à 2, 3, 4, 5 kilomètres. Ouais, tout en takeaway. Le truc, c'est génial, ça cartonne, Covid s'arrête, les gens, ils ont envie de sortir, voir du monde, terrasse. Et là, le truc s'effondre. Tu vois, t'as 25 ou 30% que tu laisses aux plateformes. T'as ton staff à payer, t'as les gens qui veulent plus commander parce que t'as vraiment une envie de sortir et de voir et de s'embrasser, de se faire des câlins et de se rouler des galoches. Les gens veulent plus commander à la maison. Donc, tu as une perte de 60-70% de ton chiffre d'affaires. Impossible à tenir. On se dit, on va pas lâcher. C'est un super spot. Moi, j'avais créé Arbella dans le 10e qui cartonnait. C'est un spot super, machin. On se dit, OK, cave à vin, bar à tapas, ça peut être très cool. On lance Arbella là-bas, on remet un billet, on se serre la ceinture. Le truc, il est en train de nous couler. Tu vois, je sais pas si tu te rends compte, mais un resto qui perd 5 à 10 000 euros par mois, c'est un resto qui te bouffe 110 000 euros par an, qui peut être le bénéfice de ton année. Tu vois, c'est énormément d'argent. Et donc, on tient, et finalement, ça n'a pas marché. Donc, on a décidé de mettre en vente. Pareil pour Anthony, tu vois, Yaya Anthony, qui était une révolution, ça a marché hyper bien. Au début, et finalement, on se rend compte que c'est une clientèle qui considère que Yaya Anthony, enfin, un restaurant étranger, c'est le resto un peu événement. Donc, les gens viennent pour fêter leurs anniversaires chez nous, mais ils viennent pas tous les jours. T'as pas un réflexe de venir manger dans un resto étranger où Yaya, machin, tous les jours. T'en fais pas ton quotidien, Donc, on fait pas les chiffres. Et tout simplement, OK, c'est pas grave, il faut se réinventer. On a pris une pêche ici. Qu'est-ce qu'on fait? On va pas laisser gangréner tout le bras. Il faut se couper un doigt. On coupe, on vend. C'est pas très grave. On avance, on continue. Pendant cette remise en question, on fait un dîner. Moi, je suis ambassadeur Minuti et on travaille. On fait un repas à Saint-Tropez pour Minuti. On a plein d'hôteliers, plein de grands clients. Il y a PJ, mon associé, Greg, tout le monde. On est en train de discuter avec un gars qui a plusieurs hôtels et qui nous sort. Putain, les gars, moi, j'ai un problème. C'est que dans les hôtels, pour avoir les 4 étoiles, je suis obligé d'avoir un resto en bas. Moi, les chambres, franchement, je les loue 400 €. J'ai rien à faire, juste le ménage. Mais je suis obligé d'avoir ce resto qui est un gouffre économique. Je sais pas gérer. J'ai pas envie de gérer. Et c'est un emplacement numéro 1. Franchement, c'est un enfer. Et là, on se dit,
Waouh. Ting, là, il y a l'ampoule qui s'allume. On n'aurait pas un espèce de gouffre exceptionnel économique dans lequel on peut ouvrir des restaurants sans forcément avoir des capex d'investissement et de trésor à sortir. On arrive, on remplit les murs. Matière grise, ouais. On ramène notre team et on continue le développement. Donc là, on se pose pas mal avec PJ, beaucoup avec Greg, on voit comment on peut créer ce truc, ce pôle. Et du coup, on décide de créer ce pôle de consulting au sein d'Eleni. Et là, on a 5 ouvertures cette année. C'est absolument incroyable. C'est génial. Vous avez une coque, on a les idées. Et on la remplit, en fait. Nous, on prend un pourcentage de vente, un chiffre d'affaires. Il y a juste un ticket d'entrée pour travailler parce qu'on va bosser dessus pendant 6 mois, 8 mois, 1 an. Ouais. Et on va bosser dessus, quoi. Et là, on ouvre, du coup, on a été contacté par La Farm avec Mathias Dandouin, qui est 10 fois champion du monde de BMX. Et on ouvre à Reims. On a le groupe Annie Famose, qui est un groupe que j'admire. Tu vois, je trouve qu'ils sont exceptionnels sur le côté fête, restaurant festif. Ouais. Ils ont la ferme Saint-Amour, l'Opéra Saint-Tropez. Ils ont la petite plage avec Éric Fréchon. Ils ont plein de trucs. Et là, on ouvre un hôtel, du coup, à Anglette, Maison Chiberta, à Eurasso. On ouvre à côté à Villeneuve, dans un endroit incroyable, la Marina Baie des Anges, un resto avec un hôtel mais exceptionnel sur les côtes méditerranéennes, pareil. On ouvre à Bordeaux. Et du coup, tu vois, on a toujours cette énergie qui est canalisée parce qu'on a des projets qu'on traite, mais il y a moins de risques pour nous parce qu'on n'a pas les investissements. Les hôtels sont très contents de s'enlever ce caillou de la chaussure. Ouais, ils délèguent. Bah ouais, et c'est délégué, quoi. Et pour la première fois, tu vois, là, on a ouvert l'ONA à Annecy. On fait un mois record, le mois de mars, qui est le mois le plus nul. Ouais. On fait un mois record en chiffre d'affaires. L'été s'annonce monstrueux. L'ouverture est incroyable au niveau des chiffres. Donc, en vrai, c'est tellement gagnant pour eux. Et pour nous, c'est... Et est-ce que vous avez envie que tous ces lieux aient un ADN commun, ou est-ce que pas du tout vous vous adaptez à un... Non, pas du tout. D'ailleurs, il y a des restos dans lesquels... Parce que quand les mecs doivent vous voir arriver, ils doivent se dire, attends, il va arriver avec des décibels, des choses comme ça. Est-ce que non, justement, vous composez en fonction des... L'ONA n'est pas un resto festif, tu vois. L'ONA, c'est une bistrot-brasserie face au lac, dans lequel on fait une cuisine sans prétention, des produits qui sont du coin, avec des petites touches qui t'invitent à l'évasion. Tu vois, donc on va faire un ceviche de truite du lac, on va faire un tiradito d'amble chevalier, on va se faire, tu vois, c'est que des produits locaux avec une petite touche qui change, parce qu'on veut pas faire un énième restaurant du lac, on voulait faire quelque chose qui t'invite au voyage. Donc il y a même des restos dans lesquels j'ai pas envie d'apparaître, tu vois, c'est pas forcément... On crée un resto pour l'hôtel. C'est pas moi qui ouvre un resto. Je travaille bien évidemment sur les cartes. Je travaille sur la formation des cuisiniers, les fiches techniques, la création, le dressage. Et après, le service après-vente. Tu sais, cette fameuse élasticité sur laquelle on parlait au début. Les dents. Mais on n'est pas tout le temps en train de mettre le nom. Des fois, c'est juste une marque blanche et on accompagne. Donc, c'est un univers qu'on a commencé à creuser depuis bientôt 2 ans et qu'on adore en vrai. On a vendu du coup certaines restos, certains fonds de commerce qui marchaient un peu moins bien. On a gardé les gros paquebots qu'on aime bien et qui fonctionnent. Et on a créé ce truc qui est génial, quoi. Comment, du coup, pour se tourner vers l'avenir et conclure cette histoire, comment au tout début, on a senti une forme de perplexité avec cette forme de métier qui a changé très rapidement pour toi en quelques années, où maintenant il faut gérer. Et il faut gérer beaucoup plus. Et il faut faire le tour des maisons, justement, pour gérer ces petites dérives ou cette élasticité dont on se parle. Comment t'envisages la suite? Comment tu te projettes? Alors, je te dis tout de suite que regrouper 17 restaurants en un, ça me semble compliqué. Et même si tu y arrivais, tu n'aurais pas le temps de faire le tour de toutes les tables si tu devais tous les mettre au même endroit. Non, mais... c'est quoi l'envie pour les... À un moment, quand tu génères un groupe de restauration et que les marques sont assez fortes et assez puissantes pour être exploitées, qu'elles brillent, qu'elles ont une image et qu'elles sont assez puissantes, souvent t'as d'autres groupes qui veulent éventuellement te racheter ou qui veulent investir ou qui veulent...
Donc en vrai, moi je pense aujourd'hui j'ai Dimitri qui est arrivé il y a quelques années dans la boîte et qui est chef exécutif et qui pilote aujourd'hui tous les restos avec moi. Donc lui, il commence à prendre aussi une grosse partie des responsabilités que moi j'avais jusqu'aujourd'hui. On embauche Côté cuisine. Côté cuisine. Côté cuisine, écoute, côté gestion de rétention, de tendre cette élasticité, d'éteindre des feux. Ouais, il faut que la ligne soit tenue et lui, il devient un peu garant de ça. Exactement. Donc moi, ça commence aussi à me permettre d'avoir un peu plus de temps pour revenir en cuisine, pour faire des services, pour être un peu plus présent. Et à un moment, je sais pas comment est l'avenir. Moi, je sais qu'aujourd'hui, la façon comme je travaille m'excite toujours autant. En vrai, la seule chose, et j'étais dubitatif parce que j'aime bien être honnête, tu vois, tu me poses la question, est-ce que tu es 100% heureux avec ça? Moi, non, mais il y a des phases, on n'est jamais 100% heureux. Il y a des charnières, il y a des phases de transition, des trucs qui s'écrivent. Aujourd'hui, j'ai vraiment une chance énorme d'avoir le succès qu'on a, de continuer à vivre de mon métier, Enfin, c'est génial. J'ai un resto dans tous les endroits dans lesquels j'aime vivre, j'aime partir en vacances, j'aime y être, j'aime arriver à Annecy, c'est une bolée d'air, mais exceptionnel. Partir aux Pays-Bas, c'est vrai que c'est cool. Toi, tu peux voyager, te retrouver chez toi un peu. C'est génial. Je reviens de Cannes où tout le monde galère parce que tu sais jamais comment être pris, comment être. Moi, j'ai ma plage à Cannes, tu vois, je suis trop bien. Les gens, ils viennent, ils s'installent, c'est exceptionnel. Biarritz, c'est monstrueux pendant l'été. Enfin, en vrai, c'est une joie énorme. Moi, la seule tristesse que j'ai, c'est pas pouvoir serrer la main de tous mes clients, c'est pas pouvoir les voir tout le temps. Et c'est le seul truc un peu complexe. Ouais. À part ça, franchement, j'ai la chance d'avoir 2 associés qui sont uniques. J'ai la chance d'avoir des équipes incroyables. Aujourd'hui, en plus, toute la partie image, marque, on a réussi à faire un travail qui est génial parce que je travaille avec des marques qui m'inspirent, tu vois. On a la chance et la joie de pouvoir continuer là-dessus. On a ouvert une chaîne YouTube qui est géniale. On a créé des masterclass dans lesquelles on donne des recettes qui sont un livre qui ne cesse jamais de se remplir. Ouais. C'est un livre interactif sur Internet où tu as des recettes, 4 recettes par mois qui se remplissent. Ouais. Tu as toujours les réseaux sociaux, en vrai, ça nourrit ton enthousiasme. Je suis tellement content d'avoir tous ces angles, d'avoir tout cette et que ça fonctionne, tu vois. Et quand ça fonctionne pas, c'est pas très grave. On se réinvente, on vend, on change d'axe et puis on repart. Tu manques pas de temps, d'air ou d'énergie aujourd'hui avec tout ça? T'aimerais en avoir plus pour autre chose ou est-ce que toi t'es dans ton équilibre de vie là, tel que t'es en ce moment? Non, en vrai, franchement, j'adore la façon comme je vis ma vie. J'ai finalement parce que ça prend du temps quand même. Hein. Ça prend du temps, mais moi penser pour l'entourage parce que c'est pas facile de vivre avec des gens qui sont dans l'engagement, tu vois. Ouais, après j'ai une femme qui est exceptionnelle, qui a créé sa boîte. Qui est architecte, TPLG, qui fait des énormes constructions. Quand donc je vois qui sait ce que c'est que d'être impliqué dans un projet. Vous bossez ensemble parfois ou pas? Non, jamais. Ce matin, elle est partie plus tôt de chez moi, enfin de chez nous, de la maison, et ce soir, elle rentre plus tard. C'est une énorme bosseuse. Et c'est important d'avoir cette même fréquence. Ouais. Et des fois, quand il faut, elle regarde, elle dit, ça serait bien que voilà, on se retrouve là ce week-end, et c'est nos parenthèses. C'est juste que peut-être je partage beaucoup de ce qui est le taf, et je partage un peu moins quand je suis allongé dans un transat en train de me reposer ou de mater un film. Mais ça arrive quand même. Mais ça arrive. Et c'est l'essentiel. Et il y aurait pas cet équilibre, je pourrais pas vivre. Donc non, ça arrive. Est-ce que je me repose beaucoup moins qu'un être humain normal? Oui. Mais ça fait partie de la façon comme je vis ma vie et comme j'aime la vivre. Ouais. Et j'ai de la chance de partager ce chemin avec une personne qui est incroyable et qui considère que le travail est une valeur aussi importante que moi. Elle le voit de la même façon. Ouais. Donc ça, on l'a en commun.
Je pense en effet qu'il vaut mieux avoir cette valeur en commun pour suivre Juan au quotidien. Car si vous le voyez sur les réseaux, et comme vous l'avez entendu ici, il y a chez lui un réflexe d'implication. Quelque chose qui, depuis toujours, fait qu'il ne se lance pas, il se jette, il plonge. Et tant pis si le pari est risqué, tant pis si les voyants sont au rouge, si ça parle aux tripes, avec du travail et un peu d'acharnement, ça passe. En tout cas pour lui, ça passe. La plupart du temps, car merci Juan de cette transparence, c'est ce qui fait l'intérêt de ces échanges. On a bien entendu que tout ne rime pas toujours avec succès, que toute entreprise n'est pas une réussite et que l'échec fait partie du chemin. Il sert d'ailleurs à affiner le trait, à avancer et qu'en fait, en lieu d'échec, il s'agit plutôt d'apprentissage. Ce que je voudrais qu'on se partage tous de cet épisode, c'est ce mood qui caractérise Juan, car on a souvent tendance à regarder les chefs entrepreneurs comme des suspects, des pas vraiment chefs, etc. Et c'est chiant, au fond, ces barrières. Et comme il le dit, elles sont souvent dressées par jalousie. D'ailleurs, je retiens pour toujours son tips de se dire que souvent les mauvaises langues et la critique, elle vient des gens qui jouent à l'étage en dessous. Alors, chacun dans sa ligne, on taffe et on sourit. Moi, en tout cas, à chaque fois que je croise Juan, il recharge mes batteries, son enthousiasme et son énergie me motivent dans mes projets et c'est la preuve que justement le meilleur carburant pour réussir, c'est l'enthousiasme et l'envie de bien faire pour les autres. L'équation, elle est pas si compliquée que ça et pourtant, on est peu nombreux à maintenir ce mood au quotidien. Alors merci Juan Arbelaez de nous avoir partagé ton histoire et ce sourire qui dit tout. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. C'était super inspirant. Notez le podcast si vous ne l'avez pas fait. Vous le savez, c'est hyper important pour moi, pour continuer de progresser dans le game et surtout pour faire connaître les histoires de celles et ceux qui me font le plaisir de venir à ce micro. Abonnez-vous, écrivez-moi sur Insta, je vous réponds toujours avec grand plaisir. Allez, prenez soin de vous et à très vite. Sur Chef, évidemment. Salut!